Et oui, c'est une réalité. Personne ne peut nier que la vie est chère chez nous, mais tout le monde le sait. Mon problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Parce que bon, aller faire des manifestations, etc., c'est rester encore dans le constat. C'est un sujet qui demande qu'on travaille. Il y a beaucoup d'acteurs sur lesquels il faut pouvoir jouer, mais il faut toujours le faire dans la sérénité, en maturité, en travaillant ces dossiers pour être derrière crédible. Je ne vais jamais tolérer une quelconque violence autour d'une problématique. Jamais. Parce que pour moi, c'est un signe d'émotion, d'immaturité qui fait qu'on n'arrive pas à des solutions en travaillant ainsi. Donc ça, c'est la chose que moi, c'est ma ligne rouge que je ne franchis pas. On peut être passionné, on peut faire une colère, on peut ne pas être d'accord et le dire fermement, mais les accès de violence, je ne suis pas d'accord avec ça. Tout ce qui s'est passé en Martinique depuis 2 mois, je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est pas ça qui fera avancer la cause, bien au contraire. Moi qui suis ici, par exemple, avec la tentative de criminalisation que l'État français fait par rapport aux héros, on va dire un petit peu, de l'histoire, à savoir les membres du EOPRAC et notamment le leader du EOPRAC, Rodrigue Petitot, pour tenter d'étouffer ce mouvement social qui est un mouvement de grande ampleur. Hein. Il y a déjà eu de forts mouvements en Martinique, mais celui-là prend une tournure inédite et il est quand même assez conséquent. Il a réussi notamment à nous toucher, nous, en diaspora. On a fait 2 manches, on était des dizaines de milliers de personnes. Je pense que si les gens continuent à faire union, à s'unir et à vouloir avancer, il ne faut surtout pas qu'ils baissent les bras, il faut qu'ils se soulèvent. On n'a pas le choix. Là, on est allé beaucoup plus loin que la première fois. Et donc, par conséquent, il faut continuer à se regrouper, à faire corps, à soutenir le R pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Je rêve d'une union qui se fasse autour d'un système économique, un système économique global. Par exemple, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe ont été, les terres de Martinique et de Guadeloupe ont été infectées par le chlordécone. Et donc, on sait que pour très longtemps, des dizaines d'années, voire des centaines d'années, la terre véhicule ce pesticide qui va contaminer les populations qui se nourrissent du produit de la terre. En Guyane, nous n'avons pas connu cela. La Guyane est une terre qui est une terre riche, qui est une terre qui a de très grandes capacités, avec des ressources qui sont des ressources qui pourraient permettre à la Guyane, à la Martinique, à la Guadeloupe de s'alimenter et puis de subvenir à ses besoins sans aucune difficulté. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous ne pouvons pas échanger avec nos voisins économiques, par exemple, sur le plan économique. Ce n'est pas possible. En Guyane, par exemple, si on veut commercer avec le Brésil, qui est un voisin, ou avec le Suriname, autre voisin, nous ne pouvons pas le faire librement. Nous sommes obligés, sous contrainte du système européen, je dirais, de nous inscrire dans ce système. Et donc de commercer à travers ce système européen. Et nous ne pouvons pas directement commercer avec nos voisins. Le collectif Solidarité Kanaki fête l'anniversaire du 18 novembre 1984, quand Éloi Machoro a brisé l'urne à Kanala lors du vote du statut Georges Lemoine, refusé par les indépendantistes kanaks. En 2024, les relations entre la Kanaki et la France restent tendues. On ne peut céder à la violence, mais que par moment, il faut créer des rapports de force et que le soulèvement du 13 mai n'était qu'une réponse à cette violence institutionnelle qu'a menée l'État en voulant de manière unilatérale imposer le dégel du corps électoral. Et c'est à ça qu'il faut se soulever, il faut toujours ramener les faits à leur contexte. Et aujourd'hui, on est bien sur une phase dans laquelle le gouvernement, l'État français, héritier de ces histoires-là, cette histoire coloniale, refuse à décoloniser. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, en 2024, la France refuse de décoloniser en Nouvelle-Calédonie. Le collectif Solidarité Kanaki a aussi choisi d'afficher son soutien à la Martinique. À l'image de notre peuple et des peuples plus généralement du Pacifique, parce qu'on était avec nos frères tahitiens, wallisiens et de ces îles-là.
de l'océan Pacifique, c'était tout simplement ce message quelque part d'abord de gratitude. Parce que lors de la violence qui s'est levée et puis qu'on a commencé à comptabiliser nos premiers martyrs en Kanaki, dans nos premières mobilisations, on a entendu le chant des Kongas et de nos frères des Antilles qui ont entendu quelque part ce cri-là. Le cri d'un peuple qui désespère devant un État tyran qui veut imposer ses règles à lui, sans se préoccuper des populations qui y vivent. Donc, ramener ce cri-là, je parle d'un cri venu du Pacifique, d'une parole. C'est montrer l'union que l'on peut avoir, mais surtout une solidarité qui ne date pas d'aujourd'hui. On se souvient des échanges qu'a pu avoir à l'époque certains groupes de pression du FLN qui se sont rendus notamment en Guyane, ou des relations qu'ont nos syndicats avec, par exemple, en Guadeloupe avec l'UTGC et le LKP de M. Domota. Donc c'est rappeler toujours et rendre vivace quelque part c'est cette solidarité qu'on a ensemble, nous, ces derniers joyaux de l'empire colonial français. Donc dans cette lutte commune, nous voulons tout simplement venir rappeler premièrement ce message de solidarité, renforcer nos liens, mais deuxièmement aussi, nous ne sommes pas insensibles à la question de la vie chère, parce que je le dis, on a les mêmes acteurs, ces mêmes groupes ces mêmes personnes qui tout simplement qui tiennent la grande distribution, qui sont aussi présents en Nouvelle-Calédonie. Et nous, par respect, c'est-à-dire qu'on vient apporter notre parole, et voilà, nous, le peuple kanak, on a pris comme décision que pour nous, cette réponse-là face à la misère sociale, c'est l'émancipation, c'est la pleine souveraineté, c'est l'indépendance. Donc pour nous, ce ne sera que par la rétrocession des compétences régaliennes qu'on pourra améliorer les conditions de vie de nos populations. La Martinique, la Guadeloupe et la Guyane ont choisi une autre trajectoire que l'on respecte. C'est pour ça que dans les discours, moi on m'a dit, mais certains camarades m'ont dit, mais pourquoi avoir pas parlé d'indépendance? Tout simplement, moi je n'ai pas la légitimité de venir dire ce qu'a fait le peuple martiniquais, guyanais ou guadeloupéen. Elle-même est mieux à même à savoir les solutions qui lui est bon. Ce serait du paternalisme, encore une fois, que nous nous insurgeons contre ça. Donc à nos frères martiniquais, à Madinina, à Guada, à la Guyane, à nos frères des peuples autochtones des 6 nations de Guadeloupe, nous partageons ce message-là de solidarité dans nos combats respectifs et nos trajectoires respectives avec nos valeurs qui sont, elles, communes. Une soirée de convergence a réuni citoyens et élus pour parler des problématiques en Guadeloupe et en Martinique. La question de la vie chère reste au cœur des préoccupations. Qu'on regarde comment on peut améliorer les revenus, mais c'est un travail qui est important, c'est un travail qui est long, parce qu'à chaque fois que vous touchez à quelque chose, il y a quelque chose qui s'écroule. Quand la collectivité baisse les taux d'octroi de mer, eh bien c'est un octroi de mer qui ne va pas dans le budget des communes. Donc il y a des effets dominos qui font qu'il faut faire les choses avec beaucoup de précautions. Les gens qui croient que la solution, elle est facile et qu'il suffira de claquer des doigts et que si on ne la trouve pas jusqu'à présent, c'est qu'il n'y a que des paresseux et des inutiles à la tête de ce pays, ils se trompent. Il y a des effets. Lorsque la collectivité baisse de 6%, de 6 millions, l'octroi de mer sur un certain nombre de produits, c'est 6 millions qui ne vont pas dans les caisses des communes. Il faut le savoir. Et les communes ont des salariés, ont des charges. Nous avons des personnes qui vont à l'aide sociale dans les communes, etc. Et ça demande de travailler. Problématique de vie chère, l'État est au courant. Et l'État, en fait, ne s'est jamais posé la question comment faire différemment, parce que c'est la responsabilité de l'État. Et que dit le Airpact tout simplement, c'est que si nous sommes des Français à part entière, appliquer la loi française sur tout le territoire français. Parce que ce que nous, on est en train de dénoncer, ce que le Airpact dénonce, c'est que la loi n'est simplement pas appliquée. Les règles de commerce sont appliquées en France
il faut qu'il soit appliqué aussi en Outre-mer, eh bien, on n'aurait pas ces genres de problèmes, on n'aurait pas ces oligopoles qui se créent, on n'aurait pas ces structures qui détiennent plus de 35% du marché parce que c'est interdit par la loi. On a des lois antitrust qui interdisent ça, on a les lois européennes, on a les lois du commerce qui interdisent ça. Donc on demande simplement à l'État, dans toute sa simplicité, prenez vos responsabilités et appliquez les lois de la République sur toute la République, puisque nous sommes une nation et la nation est un et indivisible. Il n'est pas normal qu'une fois qu'on quitte les frontières de la péninsule française sur l'Europe, eh bien, en Outre-mer, la loi ne s'applique pas. Il faut que la loi s'applique sur tout le territoire au même titre. Lors de cette rencontre, les échanges ont été intenses. Nous sommes, donc comme je l'ai dit, je suis guyanais, nous sommes français, qu'on soit guyanais, martiniquais, guadeloupéens, réunionnais, Mayotte, etc., depuis, bon an, mal an, 400 ans, 500 ans. Nous sommes aujourd'hui, en 2024, dans le 21e siècle. À chaque fois, on se dit, bien, pour aller plus loin, autonomie et indépendance, on n'est pas prêt. 500 ans, on sera prêt quand? Premier élément. Merci. Deuxième élément, ce que je dis est bien réfléchi. Hein. Je suis quand même un homme, j'ai 5 enfants. Et donc, stratégie prospective, j'ai fait la guerre du Golfe. Donc, ce que je dis est bien mûri. Maintenant, on a parlé des grands hommes, on a parlé de Césaire, mais on peut parler de Gaston Monnerville, président du Sénat, qui aurait pu devenir donc, président de la République. Donc, qui aurait pu devenir président de la République, mais pour Gaston Monnerville, ça a posé problème. Si on vient de manière plus récente, Christiane Taubira, qui a essayé d'aller aux élections présidentielles, elle n'a pas eu les signatures. Alors, en fait, ce que je veux dire, je suis devant une assemblée intelligente, intéressante. Moi, en tant que, on l'a dit, nous sommes Guyanais, Martiniquais, etc., etc., on vient quelque part d'Afrique, mais quand je me pose la problématique, si moi, Franck Versé, je me dis, je veux devenir président de la République française, il y a un problème. De l'autre côté, si je me dis, je veux devenir président de la République guyanaise, il y a un problème. Tout à l'heure, j'ai entendu, Madame la sénatrice, vous avez dit avec raison, Outre-mer, un petit peu, je veux dire, on est un petit peu au sous-sol. Voilà. Alors, des deux côtés, entre l'enfant légitime et l'enfant illégitime, on va le dire comme ça, donc l'Outre-mer, on se retrouve où? Maintenant, il y a effectivement le président du département qui a parlé, qui a donné cette dimension de l'économie. Tous nos territoires ont une force économique. À savoir, quand on parle de l'outre-mer par rapport à la France, c'est la seconde puissance maritime au monde. Donc, c'est pas rien. Plus tout ce que nous représentons. Et aujourd'hui, effectivement, la Martinique vit quelque chose d'important et je soutiens, il n'y a pas que la Martinique, il y a aussi, j'ai fait des interventions au niveau de la Nouvelle-Calédonie, nos militaires, puisque, comme je vous ai dit, j'ai fait la première guerre du Golfe, nos militaires, on les envoie quelque part faire quelque chose là-bas qui est quand même terrible. Voilà. Maintenant, revenons sur la Martinique avec la vie chère. Et je m'en arrêterai là. Tant que nous n'aurons pas compris, le président du département l'a dit, cette autosuffisance alimentaire, Gondi l'a fait, mais il y a un problème. On parle de la hiérarchie au niveau de la société, mais c'est le consommateur qui paye. Alors qu'on teste que le consommateur martiniquais, guadeloupéen, guyanais, on va se prendre en main pour se dire, ben, on va créer nos boutiques, on va créer nos magasins, on va faire parce que de l'autre côté c'est plus cher et que jamais ils vont baisser au prix qu'on veut. Et puis, comme toujours, depuis 50 ans, on continue. Et nous nous battons contre le billet d'avion trop cher et particulièrement pour la mise en place de la continuité territoriale pour l'ensemble des territoires. Ma première remarque sera envers Madame la sénatrice. Je vous rappelle ce que je vous avais dit au Sénat. La Guadeloupe et la Martinique n'ont pas que l'histoire en commun, mais ils ont aussi le sang. Donc, quand vous parlez de faire peuple,
et que nous avons aujourd'hui un camarade qui a lancé un combat contre la vie chère, combat qui est lié, qui est dû au fait, combat qui est dû au fait essentiellement à un mot que vous avez, à un nom que vous n'avez pas prononcé aujourd'hui, des profiteurs, dits béquilles. Alors, à un moment donné, si vous voulez qu'on fasse peuple, parce que nous, aujourd'hui, nous, la société civile, nous, l'ensemble des associations qui sont en train de se battre pour la réalité sociétale de notre communauté, nous sommes en train de faire peuple. Donc, si vous, aujourd'hui, je vous demande, et là, cette fois-ci, la question est orientée vers l'ensemble des élus. À quel moment, vous, les élus, dans les assemblées, vous allez faire peuple, vous allez vous unir pour pouvoir vous battre dans l'intérêt de notre communauté? Ouais. Pourquoi je vous le dis? Pourquoi je vous le dis? Je vous donne un exemple simple. La dernière fois, il n'y a pas si longtemps, les Corses étaient en grève pendant 3 jours. L'ensemble des élus se sont mis avec la population et ont fait grève. Et ça s'est arrêté. À quel moment vous allez décider de mettre de côté vos intérêts propres et faire en sorte que vous battez et vous associez et vous tenez la main pour la population? D'ailleurs, le mépris que le gouvernement... Je rappelle quand même les camarades, nous sommes, considérés comme des colonies. Nous sommes considérés comme des colonies parce que je vous rappelle, il y a 2 éléments qui me permettent de le dire. Premièrement, l'octroi de mer. Je vous rappelle que c'était lié uniquement aux colonies. Deuxièmement, le ministère, c'est le ministère des colonies, je pense. Hein. Alors je ne vois pas pourquoi nous avons encore ce ministère. Donc ma question, ma deuxième question, nous sommes dans une situation où le gouvernement français décide, même s'ils ont fait marche arrière, de baisser la dotation des maires. À quel moment vous allez pousser les maires à venir se rassembler devant le Parlement et de dire stop? À quel moment vous allez dire vous-même à ce gouvernement que nous sommes tous unis contre vos décisions, puisque il n'est pas normal qu'une ville au centre de la France a une dotation plus importante que le Prêcheur où j'habite. Je suis le président d'Ultramarin Doubou et je suis bien embêté d'entendre un certain nombre de choses venant de la part de nos élus. La plupart des personnes qui sont ici présentes et leurs enfants ont la conscience de qui ils sont et de la force qu'ils représentent. Je vous le dis parce que j'ai comme l'impression que vous cherchez encore à savoir si on vit bien dans ce temps présent où on continue de s'apercevoir qu'on est maltraité par des politiciens d'ici qui sont accompagnés par nos politiciens à nous. Ignace, vous avez fait remarquer qu'il est peut-être temps pour vous d'imaginer que vous devez faire convergence, puisque c'est bien le thème du jour, convergence en tant qu'élus et représentants de nos territoires, pour dire que vous êtes une force. Vous, nous savons que nous sommes une force. Nous le savons. On ne vous a pas attendu pour ça. On le sait. On a réussi à faire d'ailleurs 2 dimanches d'affilée quelque chose que personne n'aurait imaginé. On a fait peur. Quand est-ce que vous, nos représentants, avec toute l'intelligence que vous avez, quand est-ce que vous allez réussir à comprendre que vous devez nous défendre, nous? Notre communauté souffre de ne pas avoir de représentants, je dirais, assez responsables, pour ne pas dire autre chose, pour porter vraiment la différence de nos territoires. Nous sommes des peuples de l'océan, pour être un peu plus poétique, des ultramarins, ou de la région ultra-périphérique de France. Pourtant, nous vivons toujours dans un temps colonial. Nous vivons toujours sous les codes et l'égide du Code noir, comme s'il n'y avait pas quelque chose qui devait changer au-delà de ce qui est annoncé. Je suis tellement déçu, même si je vis ici, mais nous avons nos familles là-bas. Et nous partons régulièrement là-bas. Nous ramenons de l'économie là-bas. Ce que je ne comprends pas, c'est vous êtes élus par le peuple. Mais on a l'impression que vous fermez les yeux, vous êtes silencieux. Ce n'est pas normal que depuis un moment, on parle de vie chère,
15 ans après, une association qui mène le combat. Qu'est-ce que vous faites, les élus? C'est quoi votre rôle? Qui décide? Je vous donne un exemple. Est-ce que c'est un préfet qui décide? Sinon, démissionnez. Sincèrement, démissionnez de votre poste si c'est le préfet qui décide à votre place. Les élus ont certainement des devoirs, mais rassurez-vous, ce sont des humains, ils ont aussi des droits et le droit de s'exprimer. Merci de me l'accorder. Mais rassurez-vous, c'est pas, comme on dit en créole, ça va pas l'appeler pour mouiller moins, on est habitué. Quand on accepte d'être élu, on accepte de prendre le bon et le mauvais côté des choses. Et s'il y a 25 ans que je suis élu aujourd'hui, c'est que, contrairement à vous, vous avez employé le mot émotion, ce ne sont pas des choses qui déclenchent chez moi de l'émotion. La vie politique exige qu'on soit hors toute émotion. Et il y a des mots que je ne prononce jamais, comme le mot mépris. Je ne me sens jamais méprisée. J'ai en moi une éducation qui me permet d'être forte au fond de moi, de croire en moi, de savoir qui je suis, d'où je viens et surtout, que m'est-il permis d'espérer. Alors, vous avez votre vision des choses, monsieur. Vous parlez du préfet, chacun a son rôle. Le préfet n'est pas un élu n'est pas un préfet. Chacun a son rôle. Jusqu'à nouvel ordre, nous sommes dans une république française. Le représentant de l'État est légitime. Il y a des choses qui lui reviennent en tant que responsabilité. Il y a des choses que nous co-construisons avec l'État. Et il y a des choses qui relèvent directement de l'élu. C'est cette co-construction de nos politiques publiques qui nous permettent d'avancer. Et contrairement à ce que j'entends, j'ai 61 ans cette année, il y a 25 ans que je fais de la politique, je suis tombée dedans depuis ma tendre enfance. Mon grand-père, en 1945, s'est retrouvé conseiller municipal des BCC. C'est pour vous dire depuis quand ma famille et le nom de Concon traînent dans la politique. Je n'ai pas vu des pays qui ont reculé. J'ai vu des pays qui ont fait des bonds de progrès énormes, à tous les niveaux, même sans, peu importe, même si, monsieur, si vous avez parlé, vous avez dit beaucoup de choses qui auraient pu provoquer chez moi une réaction. Je vous ai écouté religieusement, sans sourciller. Donc j'aurais aimé que la même chose existe. D'accord? Donc, permettez quand même, au vu de vos longues interventions, si je cumule les 4 que je viens d'entendre, que je puisse prendre 3 minutes. Je ne prendrai pas plus, puisque, comme le sait mon ami Dominique Théophile, il a eu l'élégance d'arrêter la séance, hasard ou pas, juste au moment où mon amendement devait passer. Autrement dit, la reprise de la séance est à 21h30 et j'ai un amendement pour le financement des EHPAD, qui est très important. Dans un pays qui vieillit comme les nôtres, le financement des EHPAD est important. Donc je vais devoir malheureusement partir. On a commencé avec beaucoup de retard. J'étais là à l'heure, mais ce n'est pas vraiment de ma faute. Le problème... Pardon? La réponse? Mais il y aurait beaucoup de réponses. Parce que je n'ai pas vu de questions. J'ai vu beaucoup d'accusations. J'ai vu beaucoup d'accusations. J'ai vu beaucoup de droits pointés dans lesquels je ne me retrouve pas. Donc là aussi, et même pour cette mobilisation qui a eu lieu à Paris, vous pensez vraiment qu'il n'y a rien eu qui a été fait sur la question du coût de la vie avant ça? Oui, bien sûr, monsieur. Je vous l'accorde. Si c'est une conviction que vous avez, je vous l'accorde, je ne vous sortirai pas dans le confort de vos certitudes. Rassurez-vous. Mais je dis simplement qu'on n'a pas attendu ça. Je vous rappelle qu'en mars 2022, la collectivité territoriale de Martinique a déclaré l'urgence sur les prix. Et j'ai vu la même chose se faire en Guadeloupe. Mais vous croyez que baisser les prix, on nous fait ça, et puis il n'y a qu'à baisser. Quand vous devez baisser l'octroi de mer, monsieur, vous impactez le budget des 34 communes. Qu'ils dansent, manifestent ou débattent, ces citoyens engagés rappellent que la solidarité entre les territoires peut devenir un levier puissant pour changer les choses.